Je vais vérifier. Je vais attendre un moment ici et là, on va commencer le webinaire. Okay, so we are going to start. Alors, on va commencer le webinaire maintenant et merci beaucoup, Jennifer, pour te joindre à nous pour le webinaire aujourd'hui. Merci à tous les participants aussi sur l'infrastructure verte dans le 21e siècle. Je vais repasser les choses administratives avant qu'on commence le webinaire. Le webinaire va être en anglais, mais il y a d'interprétations simultanées disponibles. Alors, en bas de votre écran, vous devrez pouvoir voir un icône en forme de globe. C'est écrit interprétation et vous choisissez l'anglais ou le français. Alors, Somi va donner les instructions d'interprétation en français. Alors, c'est à vous maintenant. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Si vous avez besoin de l'interprétation en français, il faut choisir le français avec le petit, sur un ordinateur, c'est un petit bouton qui dit interprétation, c'est juste à la droite de toutes les autres options à côté de mute, start video, participants, etc. Interprétation c'est à droite. Il faut choisir le langage de votre choix. Vous pouvez demander des questions ou faire des commentaires en français ou en anglais dans la présentation. Vous pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez choisir le raise hand option. Merci beaucoup. Perfect. Thank you so much, Zomi. Enfin, merci beaucoup, Zomi. Alors, ça va être une présentation d'environ 45 minutes, suivie de 15 minutes de questions et réponses. Vous pouvez écrire vos questions tout au long de la présentation en utilisant la boîte de clavardage ou le chat box. Si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi utiliser la boîte de clavardage pour nous laisser savoir et on va déterminer qu'est-ce qui va mal. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement va être disponible dans quelques jours. Et maintenant, je vais donner une présentation rapide de Jennifer. Jennifer est une ingénieure qui travaille dans l'infrastructure verte. Elle travaille principalement sur site et dans le développement communautaire, met en œuvre des bonnes stratégies et elle a plus que 15 ans d'expérience dans le développement à faible impact. Et elle a une expertise dans les arrêtés municipaux et les différentes spécifications. Elle se joint sur nous aujourd'hui pour les conseils pratiques sur l'infrastructure verte au 21e siècle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des conseils pratiques sur l'infrastructure verte pour le 21e siècle. Je vais repasser les étapes sur qu'est-ce qu'un programme de succès ressemble. On va aller voir qu'est-ce que les contextes à Moncton couramment. Et aussi, je vais parler des programmes qui ont eu du succès à travers du Canada, en particulier à Vancouver, Edmonton et Kitchener. Alors, quelles sont les étapes qu'on a besoin de suivre, de mettre en place pour des programmes d'infrastructure verte? Une des choses que vous devez faire, c'est faire la revue de vos arrêtés municipaux. Vous avez besoin de vous assurer qu'il n'y a aucune clause qui contredit ou qui empêche les développements de faible impact et assurer que les arrêtés permettent ce genre de développement sur les lots dans votre municipalité. Vous avez aussi besoin de regarder quelles installations sont acceptables à chaque municipalité. Les types d'installations que vous choisissez, ça va dépendre peut-être sur la distribution des eaux de la pluie, quel genre de sol que vous avez et qu'est-ce que vous voulez que votre programme ressemble. Si vous êtes dans un endroit très urbain, peut-être que vous avez beaucoup d'installations souterraines qui ne prennent pas beaucoup de place, ou si vous êtes dans un endroit plus rural, peut-être que vous aurez besoin beaucoup d'installations sur la surface. Vous voulez faire une consultation pour vos intervenants,
Ceci, c'est très important à inclure vos municipalités là-dedans, surtout les départements d'opération et d'entretien ou n'importe qui va s'occuper de ces choses ici. Il y a des changements très simples que vous pouvez faire sur la conception des installations, dépendamment de votre infrastructure existante. Alors, vous voulez certainement engager la municipalité pour s'assurer qu'elle peut maintenir vos installations. Elle a besoin de considérer quels sont vos déclencheurs. Vos déclencheurs pourraient inclure la qualité d'eau, enlever certaines valeurs nutritives ou peut-être mettre un ruisseau peut-être. Comment est-ce qu'on fait les programmes qu'on met en place? Ça va dépendre de ces déclencheurs. On a besoin de décider qu'est-ce que le processus d'approbation va être. Ces installations sont multidisciplinaires. Alors, vous aurez besoin beaucoup de coordination entre vos différents départements municipaux, vos architectes de paysage, les ingénieurs. Tous ces départements auront besoin d'avoir quelque chose à dire sur la façon que la revue et le processus d'approbation devraient être faits. Prochaine chose, c'est d'avoir des standards de design et des dessins. Pour ceux qui essayent de les mettre sur terrain, ça peut inclure des lots, vos temps de drélage préférés, ça dépend de votre distribution de pluie. Comment vous voulez avoir vos ouïes d'entrée et vos ouïes de sortie, qu'est-ce que ça devrait ressembler et d'autres enjeux aussi. Et l'entretien, ça c'est très important pour établir très clairement qui est responsable pour l'entretien de ces installations. Ça pourrait être le département des parcs, d'ingénierie, mais c'est important d'avoir un manuel en place qui établit à qui la responsabilité, qu'est-ce que vous faites, à quel temps durant l'année et comment fréquemment il doit être fait. Une des plus grandes questions qu'on voit, qu'on entend, c'est mettre ces choses-ci sur des propriétés privées. Quand une installation est sur un terrain privé, en général, le propriétaire est responsable pour l'opération et l'entretien du développement à faible impact. Ça, c'est bon pour les municipalités parce qu'ils n'ont pas besoin de l'entretenir, mais c'est mauvais en termes de si que c'est fait éventuellement, cet entretien. Il y a aussi un enjeu quand c'est vient à enlever ces sites-là. Disons, si quelqu'un rentre et met une piscine, disons, installe une piscine, et là, vous perdez votre terrain. Vous pouvez utiliser des arrêtés ou des covenants pour assurer que ces installations demeurent en place et qu'ils sont entretenues. Vous pouvez aussi regarder des choses telles qu'un programme d'utilité publique où les personnes sont facturées pour l'eau d'orage et qui ont des crédits pour ça. Alors, ça, c'est un avantage. Et aussi, si vous voulez accepter l'eau privée aussi, alors le droit de passage sur les terres publiques peut être utilisé pour les installations régionales. Alors, ça le met dans le contrôle de la municipalité, mais vous acceptez de l'eau des terrains privés à ce point-là. Alors, où est-ce qu'on est rendu avec Moncton? Maintenant, ils sont en train de se concentrer sur l'atténuation des inondations et non pas la qualité et la quantité d'eau. Alors, je pense qu'il y a des politiques de zéro net sur l'eau d'orage. Il y a des développements à faible impact qui sont utilisés proche des nouvelles constructions résidentielles. Les changements climatiques, c'est une grande préoccupation. Vous avez participé dans une étude d'adaptation au climat et vous voulez vous assurer que vous prenez en considération l'augmentation des niveaux d'eau. Et aussi, la précipitation tend d'être, ça va en pic. On utilise la distribution Chicago. Alors, on va regarder maintenant les programmes qui ont vu du succès à travers le Canada. Alors, à Vancouver, ils sont vraiment très loin comparé à nous avec les politiques et les standards en place. Ce graphique vous démontre les contextes réglementaires pour la ville de Vancouver. Vous avez vos règlements fédéraux. Et là, il y a un règlement régional
et là, ça descend jusqu'à la municipalité. Vancouver en particulier n'a pas besoin de s'inquiéter de les lois des pêches aussi, parce qu'ils ont seulement un, un étang, un ruisseau dans la ville. C'est la seule rivière pour saumon et c'est très petit. Et la province exige un plan et le métro Vancouver a pris contrôle de ça. Il a établi un plan pour tout le sud de la province. Sous ce plan ici, chaque communauté a besoin d'avoir un plan pour régler l'eau d'orage, et ainsi de suite. Ils ont très peu ruisseaux, alors ils ont créé un plan de gestion générale qui est venu en effet en 2017. Maintenant, la pluie à Vancouver, c'est lent, modéré, et c'est plutôt lieu à l'hiver et les sols ne peuvent pas drainer trop bien. Alors ça va avoir un impact directement sur quel genre de développement de faible impact il peut utiliser. Alors, dans le plan de gestion des eaux d'orage intégré, ça couvre le bassin versant et la revue, en fait, une revue des arrêtés. Il y a beaucoup de processus de consultation avec les intervenants. Alors, seulement en train avec les ISMP, les premiers points qu'on a besoin de faire, c'est pour faire ça. Maintenant, les buts du ISMP, c'est pour supporter les écosystèmes naturels, préparer le changement climatique et la météo sévère, protéger les cours d'eau et réduire les surcharges des égouts. Mais parce que c'est un système de tuyaux, ils sont seulement inquiets de la qualité d'eau. Mais ils sont 25 ans dans un programme de séparation des égouts de 75 ans. Alors, ils sont en train de filtrer l'eau et enlever du volume dans le système pour pouvoir réduire les effets du changement climatique, qui aura un effet sur le système d'eau d'orage. Alors, ils sont en train d'inclure ça dans le système. C'est aussi de protéger la qualité d'eau. Certains endroits sont très populaires pour le canotage et les loisirs. Et ça peut avoir un impact sévère sur la qualité d'eau. Et ils ont des tests qu'ils font chaque année. Alors, les cibles de l'eau de pluie, c'est 70 de l'eau de pluie. Ils veulent capturer. Ça, c'est environ 24 mm par jour. Pour les prochains 20 du taux de pluie annuel, ils veulent traiter. Alors, ils traitent jusqu'à 48 mm. Et le reste du 10 de pluie, c'est les plus grandes tempêtes qui arrivent chaque 2 ans ou plus. Alors, pour ces 10 ils veulent assurer que qu'il y a des services adéquats à leur quartier résidentiel. Mais comme j'ai dit tantôt, Vancouver a beaucoup de très bons standards et de règles en place. Vancouver a produit plusieurs documents ainsi qu'un gabarit sur ce genre de travaux, et ainsi le contrôle d'eau d'orage aussi. Maintenant, les designs sont très bons à Vancouver et il inclut tous les différentes mesures de LED acceptables et aussi des graphiques qui vont avec aussi. Et ça aide beaucoup. Ils ont plusieurs graphiques pour chaque chose, dépendamment de la pluie, de 1000 mm à 2000 plus de millimètres. On a des dessins typiques, ils démontrent les sols, ainsi de suite. Il y a aussi des calculs qu'ils donnent comme exemple pour toutes les pratiques qu'ils utilisent. Alors, la Colombie-Britannique a pris l'approche d'avoir tout leur direction et tout le cadre réglementaire en place, mais les arrêtés municipaux sont encore derrière la province. Alors, les arrêtés sous le développement, l'eau d'orage et l'utilisation de terre sont modifiés pour inclure les contrôles ISMP. Alors,
les contrôles de source sont aussi un outil utilisé pour l'adaptation au changement climatique. Comme j'ai dit, Vancouver utilise des contrôles de source pour aider à bâtir un système d'eau d'orage plus résilient. Alors, quels sont les obstacles que Vancouver a vus? Premièrement, Vancouver, c'est une grande ville et il y a beaucoup de politiques qui se jouent entre les différents départements de la municipalité, beaucoup de conflits entre différents départements sur comment qu'elle allait gérer ces programmes-là, qu'est-ce qui te décide qu'elle est visée. Les processus internes ne sont pas en place pour l'approbation et l'inspection des sources de contrôle. Alors, même si vous allez mettre ceux-ci sur vos lots, il y a une chance que la ville ne va pas être familier avec les mesures qui sont en place. Il y a encore des discussions sur le coût de l'entretien et ça va être payé par le propriétaire terrain privé, ce que notre régional qui est responsable pour ça. Et aussi, quel budget qui va être mis en place dans ce genre de conflit-là. Tout le monde a leur propre budget et l'eau d'orage ne peut pas commencer à mettre des demandes exigeantes sur le budget. Il y a des responsabilités financières aussi basées principalement sur l'eau potable. Alors, les obstacles qui viennent du ministère de la Santé publique, chaque région en Colombie-Britannique a une unité de santé et maintenant, celui-là à Vancouver a des préoccupations sur le placement des installations de développement à faible impact. Et je pense que Vancouver est la seule place que j'ai jamais entendu cette préoccupation. Alors, il y a un obstacle à mettre ces choses aussi dans l'espace public maintenant parce que la majorité des plans, on a des boulevards et ainsi de suite, hein, des tuyaux d'eau principales. Alors, ils ont un problème maintenant parce qu'ils ont des bons cadres réglementaires, mais pour tout simplement pas les mettre en table. Les opérations, l'entretien ça demeure une préoccupation. Il n'y a pas vraiment de bonne façon réglementaire de dire essentiellement qu'est-ce qu'est l'infrastructure publique sur un terrain privé. Le prochain programme qu'on a regardé, c'est le jardin d'eau dans une boîte à Edmonton. Ça, c'est un projet sous la stratégie de la ville. L'infrastructure verte a été identifiée dans le plan de Edmonton. C'est un plan stratégique de 30 ans qui supporte la mission de la ville pour réduire la pollution. La ville a aussi mis en œuvre, approuvé un grand budget pour commencer à regarder à mettre 20 000 installations des développements de faible impact sur les prochains 20 ans. Et la ville met en œuvre des développements de faible impact dans plusieurs différents développements et des produits de la ville. Ce programme est un projet pilote pour des installations où les personnes pouvaient le faire eux-mêmes. C'était pour des lots résidentiels d'une famille seulement. Alors, le désir, au début, c'était pour infiltrer 25 mm et réduire le phosphore dans la rivière Saskatchewan. Maintenant, les sols à Edmonton sont généralement pauvres. Il y a des endroits avec du sable. Et ils voulaient utiliser une source locale de matériaux pour ces jardins de pluie. Alors, une fois qu'ils ont regardé tous les différents défis sur ce projet, on a essayé de réduire le cible à 15 mm ou établir un ratio de imperméable à perméable de 10. Le ratio imperméable à perméable, ça veut dire combien d'endroits imperméables qui sont dans chaque installation. Alors, une revue des arrêtés est exigée pour s'assurer que les jardins de pluie suivaient les règles. On a besoin de faire une revue des arrêtés de drainage, faire la conception et la dépression du terrain aussi. Là, on a besoin de parler au département juridique. Assurez-vous que vous consultez avec les départements juridiques. Il y a beaucoup de conseils quand vous essayez d'organiser ce genre de programme. Et ils ont vu beaucoup de choses que peut-être vous n'avez pas pensé nécessairement. Alors, pour suivre les arrêtés, certaines contraintes ont été appliquées aux jardins de pluie. Alors,
Un des arrêtés, c'est que les propriétaires doivent maintenir la dépression du terrain. Alors, la solution là, c'était qu'on maintient la pente sur le terrain aussi temps que possible sans changer les points plus hauts et plus bas. Essentiellement, l'eau est qu'il traite les eaux de la même façon qu'il le faisait avant. Il y a aussi un arrêté que tous les duplex détachés et semi-détachés ont besoin d'être branchés aux égouts d'orage. Et le drainage a besoin d'une connexion directe aux égouts de tempête. Alors, pour les propriétaires avec un service de tempête séparé, ils peuvent avoir une nette exemption pour temporairement débrancher leur roof leader durant l'été. Alors, de mai à octobre, ils sont permis de débrancher, mais là, ils ont besoin de se rebrancher à nouveau le roof leader durant l'hiver. Beaucoup des exigences stipulent que vous pouvez avoir moins de 350 mm de pending dans tempête qui a lieu chaque 100 ans. Alors, on va limiter ça à 300 mm et plus loin, on a éliminé le pending dans les jardins de pluie complètement. En faisant cette revue des arrêtés, ça pourrait avoir d'autres enjeux. Alors ici, il y avait l'enjeu de permis et permission. Est-ce que la ville allait exiger des permis pour ceci? Est-ce qu'elle allait faire l'inspection? Qu'est-ce qui allait être fait de ce côté de vérification? L'autre enjeu, c'était la majorité des terrains à Edmonton partagent la dépression du terrain, la dépression des deux terrains peut-être, qui fait tomber, apporter de l'eau vers la rue ou vers le derrière de propriété, dépendamment où comment le drainage est fait. Pour mettre un arrêté pour la dépression du terrain, on a besoin d'avoir une entente entre les propriétaires. On a créé un document qui était environ 20 pages et on a décidé que ça allait être beaucoup plus facile pour la ville de dire tout simplement que vous ne pouvez pas mettre un jardin de pluie dans une dépression de terrain partagé au lieu de suivre ces servitudes. Alors, la consultation des intervenants, ça, c'était très grand ici. C'était fait par Online Service. Intéressant, il n'y a personne qui a vu des obstacles dans ce plan. Mais une chose qui est ressortie de ça, c'est qu'il ne voulait pas avoir des dessins d'ingénieurs. Le projet allait être projet initial, c'est pour faire fournir des dessins d'ingénierie à la ville. Tout le monde a décidé de plus avoir un guide plus compréhensif. Comment faire les choses? Mais il voulait pas exiger d'avoir le propriétaire d'avoir un permis. Ce qu'on encourage, c'est que le monde devrait installer ces choses-ci eux-mêmes et être requis d'avoir un permis, ça va ralentir les choses ou peut-être empêcher quelqu'un de le faire. Ils ont supporté l'inscription du jardin de pluie par la ville. Ils ont établi ça comme une inscription facile sur l'Internet. Vous branchez là-dessus, remplissez une couple de formulaires et ça l'envoie automatiquement à la ville. Et on était aussi d'accord qu'une inspection de vérification du jardin de pluie était nécessaire. Alors, le processus de vérification, qu'est-ce que ça finit à être? C'est que la ville a décidé d'offrir des mentors pour faire la vérification. Tu peux demander un mentor par moyen en ligne. En remplissant un formulaire. Les mentors peuvent aider avec la conception et la construction. Et ils pourraient aussi vous donner des étapes à suivre. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Voici ce que vous devez parler, ainsi de suite. Maintenant, le processus de vérification est bénévole, ainsi que l'inscription, mais ça va être évalué une fois que le programme est mieux établi. Alors, avec plus de personnes qui vont les faire, qui vont les installer, peut-être qu'ils vont changer éventuellement à une vérification photographique, peut-être, ou avoir les naturalistes maîtres pour circuler et vérifier les jardins de pluie. Alors, le guide, c'est pour aider aux propriétaires avec le processus d'installer un jardin de pluie. C'est un processus d'évaluation du lot. Vous évaluez vos sols,
avec un test très simple. Ça vous enseigne comment mesurer vos pentes ainsi que déterminer où vous pouvez mettre un jardin de pluie ou vous ne devriez pas en mettre un. Il y a une liste de vérifications pour aider les propriétaires de passer à travers du processus d'évaluation, de design et de construction. Le prochain programme que j'aimerais vous parler, c'est la ville de Kitchener. Ça, c'est la ville que je vis dans et que je travaille dans. Et maintenant, en Ontario, il y a des directives du développement de faible impact. Ils sont en train de les écrire maintenant et ils pensent les dévoiler bientôt. Et ça fait 6 ans qu'on les attend maintenant. Alors, aussitôt qu'une mesure pertinente est développée, une fois que ces directives sont mises en place, les municipalités vont toutes avoir besoin de mettre des politiques en place pour permettre des développements de faible impact, surtout incluant dans leur propre développement. Là, ça va être un grand changement une fois qu'ils sont mis en place. Toronto ou Ontario regarde maintenant une cible de 90 %. Pour Toronto, c'est environ 27-28 mm. À Kitchener, ici, Kitchener-Waterloo, c'est entre 28 et 30 mm. Alors, même si on n'a pas des standards en place, beaucoup de municipalités exigent déjà ce qu'on appelle une approche de balance d'eau. La région de Waterloo et Guelph surtout. Et ça, c'est une approche qui vous exige de matcher votre niveau d'infiltration dans votre développement. Alors, vous devez prendre ceci en considération. Ceci, c'est principalement à cause du fait que ces régions, c'est des régions qui fournissent l'eau potable. L'idée qu'on veut remplir nos coffres pour pouvoir maintenir notre approvisionnement d'eau potable. Alors, certaines municipalités ont été de l'avant avec d'autres cibles d'infiltration. Toronto à 5 mm, l'Autorité de conservation de la grande région de Toronto, 5 mm, Credit Valley Conservation, 3,5 mm. La région Lac-Simcoe exige 25 mm, ainsi qu'avoir une cible pour enlever le phosphore. Et la ville de Kitchener exige à 12,5 mm. Alors, la ville de Kitchener a créé un plan maître de la gestion des eaux d'orage intégrées. C'est là où le plan de filtration a été établi. Alors, le déclencheur, la revue des arrêtés et la consultation des intervenants ont tout eu lieu dans ce processus de plan maître. Ceci, c'est vraiment quelque chose de temporaire jusqu'à temps que les directives de l'Ontario sont dévoilées. Ils n'ont pas besoin de toutes les directives de l'Ontario, une fois qu'ils vont être émis, mais c'est une plus grande cible que beaucoup d'autres régions sont en train d'utiliser. Alors, pour aller jusqu'à 12,5 mm, et cette cible vient de le modelage de l'eau de tempête. Et ça, c'est le volume d'eau qui a besoin d'être enlevé pour éviter d'avoir agrandir les tuyaux. Dans un scénario de changement climatique, encore une fois, on utilise la réduction de volume pour faire un système d'eau d'orage plus résilient et pour adresser le changement climatique. Et on a besoin de traiter 27,5 mm, qui est le principe de l'Ontario. Intéressant. Notre infiltration ici, c'est basé sur le plan de protection des sources régionaux. Ça, c'est notre protection d'eau de source. Dépendamment où vous êtes dans la ville, vous pouvez infiltrer peut-être plus ou moins les différentes surfaces. Mais l'interprétation courante de la politique sur l'infiltration, ça regarde à tous les cibles séparément sur une base individuelle. Alors, vous n'avez pas besoin de l'enlever sur les gazons. Il suffit que les gazons ne passent pas les stationnements, les chemins. Cette map ici montre notre protection d'orage. On a d'endroits qui sont grandement protégés, ainsi que d'autres zones. Pour éclairer et dépendamment où vous êtes dans la ville, peut-être vous pouvez infiltrer tout jusqu'à vos chemins ou peut-être seulement vos chemins. La ville de Kitchener a un plan de mise en œuvre et c'est fait
très bien, un bon job sur comment l'infiltration doit être considérée. Alors, ça divise, si vous êtes à l'intérieur d'une certaine région, de protection de la faune et le pointage est plus que 8, il y a très peu de choses que vous pouvez faire. Maintenant, ça descend éventuellement si vous êtes à l'extérieur d'une zone de protection, vous pouvez infiltrer presque tout. Maintenant, on a des documents qui peuvent donner de la direction. En Ontario a été de l'autre direction que Vancouver essentiellement. On n'a pas la direction, on n'a pas les documents provinciaux, mais on les met on les installe partout. Alors, notre document principal, ça vient du Toronto Regional Conservation Authority et le Credit Valley Conservation. Le document a des suggestions de design. La majorité, c'est pas dynamique, alors ça ne comptabilise pas l'infiltration sur une période de temps, disons, ainsi que des pratiques exemplaires, les pentes maximum, profondeur des sols, et ainsi de suite. Chaque municipalité doit développer leur propre standard et directive. Alors, il n'y a pas un dessin standard. Toutes les municipalités auront besoin d'adresser ça une fois que les directives sont émises. Le programme d'évaluation des technologies, c'est une étape, programme régionaux qui est géré par toutes les autorités de conservation et ils ont pris un rôle dirigeant dans la mise en œuvre de ceux-ci. En Ontario, ils ont fait des projets pilotes, ils ont de la surveillance des projets, il y a des spreadsheets pour les coûts. Et ils ont aussi converti les directives dans un document. C'est wiki et c'est en ligne. C'est constamment en train d'avoir des mises à jour avec des nouvelles données, de nouvelles pratiques à mesure qu'ils font leur système de surveillance. Par exemple, il y avait une spécification très stricte pour les sols dans ce guide et Wiki a ajouté à ça, ils ont ajouté plus des spécifications basées sur la performance pour les sols modifiés. Alors, ils prennent leur leçon apprise et le mettent en œuvre dans le guide. Alors, quels sont nos obstacles? Encore une fois, les conflits entre différents ministères, départements du gouvernement. C'est pour ça que vous voulez vraiment consulter avec les ministères de la Ville. Les départements de la Ville, un des plus grands, c'est entre l'eau d'orage et le transport, parce que dans la ville, ils sont forcés à mettre des installations dans les droits de passage sur tous les projets de transport. Alors, il y a un aller-retour à faire là. Un des autres enjeux, c'est qu'il y a un peu de réinterprétation sur comment que la politique d'infiltration est appliquée. Chaque 6 à 8 mois environ, pendant qu'ils sont en train de créer des projets, ça change la façon qu'ils le regardent. Ça, c'est un peu, tu ne peux pas éviter ça parce que ces programmes ne sont pas des programmes statiques. À mesure que vous faites différents projets et vous trouvez différentes surprises, des contraintes surprises, ce programme a besoin d'être flexible et croître avec les projets. Responsabilité d'entretien et le coût de cet entretien, encore, ça revient à qui s'occupe de ça. Est-ce que les PAC sont responsables? Est-ce que qui est responsable? Une chose en fait, c'est la ville de Kitchener a un plan pour l'eau d'orage. La responsabilité du département d'entretien, c'est ils ont un crédit d'impôt. Lorsqu'une corporation privée a une installation de développement à faible impact sur la loi, il y a simplement besoin de l'inscrire avec la ville pour avoir 40, ça peut réduire par 40 les frais d'orage, qui peut être important. Témoin pour un propriétaire de domicile d'une famille, mais il reste encore 40 d'escompte. Une des grandes choses, c'est que la ville veut qu'est-ce qu'on appelle des parcs qui sont pas, il y a pas, ce qu'ils voulaient dire, ils ne voulaient pas avoir une installation, un développement de faible impact dans un parc ou un développement privé. Ici, ça commence à être un petit peu plus difficile quand on commence à avoir le redéveloppement parce que souvent, ces projets de redéveloppement
euh, généralement, on construit des tours. Ça veut dire qu'il y a du stationnement souterrain. Pas beaucoup de choses que tu peux faire pour, euh, pour, euh, pour accepter l'infiltration. Souvent, on a besoin de garder des installations régionaux, mais la ville peut avoir des installations régionaux dans des parcs. La protection des sources peut aussi être limitée. Il y a une option pour la ville. Alors, disons, pour chaque hectare que vous ne pouvez pas traiter et ou infiltrer, il y a une option de payer la ville. C'est- c'est pas trop dispendieux, mais ça peut vous aider dans les endroits où vous ne pouvez pas simplement permettre de l'eau rentrer dans la terre. Et souvent, il y a de l'eau de source qui est très proche de la surface. Parfois, c'est à environ 1 mètre. Il y a beaucoup d'endroits où on a besoin d'isoler. Les installations ne peuvent pas être des avoirs assez profondes pour être à la ligne de gel sans toucher l'eau de source. Alors, ces genres d'eau de source peuvent faire ces installations très difficiles à faire. Il y en a beaucoup de ça en Ontario. Alors, comme sommaire, on est en train de les installer euh, à travers le pays, de Vancouver jusqu'à la côte de l'Est. On installe on fait, est en train de créer ces installations. Avoir euh, un programme bien conçu, ça le fait beaucoup plus facile pour ces installations d'être installées de la bonne façon et d'une façon que tu sais qu'ils vont être entretenus et continuer à fonctionner pour atteindre vos buts. Ceci peut être utilisé pour l'atténuation, l'adaptation, le changement climatique, pour assurer la qualité d'eau, pour réduire et réduire contrôler le volume d'eau. Et n'importe quelle de ces installations peut être utilisée pour une de ces choses-là ou tous les trois en même temps, dépendamment de comment vous l'avez conçu. C'est vraiment important d'avoir toute votre municipalité à bord. Ça aide d'avoir un champion, quelqu'un qui est prêt à vraiment pousser ces projets de l'avant. Et n'oubliez pas les équipes, le personnel des opérations et d'entretien. De bonnes suggestions, comment est-ce que vous pouvez les concevoir pour être mieux maintenus et comment les inclure dans les programmes d'entretien existants. S'il y a des questions, je serais prêt à les prendre. Merci pour ça, Jennifer. Et s'il y a quelqu'un qui a des questions, affichez-le dans la boîte de clavardage. On a une question de James. Il te demande, dans le cas de Toronto, en Ontario, comment est-ce que le projet de naturalisation d'Arnmouth va affecter la gestion des eaux d'orage dans la ville et qu'est-ce que ça voudrait dire pour les impacts de faible développement et les infrastructures vertes en allant vers l'avant. Mais le projet de naturalisation d'Arnmouth, ça peut être considéré comme un développement de faible impact et d'infrastructures vertes. C'est une restauration d'une rivière qui va inclure des terres humides créées et qui va aider avec le traitement des eaux d'orage dans le plus grand enjeu dans le projet de naturalisation dans le monde, c'est qu'il y a des sols contaminés là. Et je sais qu'il regarde des endroits où il peut faire de la médiation ou l'atténuation, qui est pas nécessairement l'infrastructure verte, mais c'est une pratique intéressante qui est utilisée de plus en plus. Alors, ils vont essayer ils regardent de mieux gérer les sols plus contaminés. Est-ce qu'il y a autre question? Je veux dire, à Toronto, le programme de terre humide va avoir un plus grand impact sur la gestion des eaux d'orage. Il y a le programme d'inondation qui met les développements de faible impact à plusieurs différents endroits de la ville pour essayer d'aider à régler les problèmes d'inondation des sous-sols.
Thank you so much. Very Jolene dit merci beaucoup, très intéressant. interesting. So I don't think we have, Alors, je ne pense pas qu'on a autre question. so that Alors, brings us come to the end of the session. ça conclut ce webinaire. Demain, merci beaucoup, Jennifer, pour ta belle présentation. Je te remercie encore, chacun d'entre vous, pour participer à ce webinaire et pour les questions que vous avez posées. Et je suis assez certaine que si quelqu'un a d'autres questions, après, tu peux les envoyer par courriel à toi, Jennifer? Oui. Et le webinaire est enregistré, alors, et la présentation est enregistrée, alors ça sera disponible durant la prochaine semaine pour tout le monde qui s'est inscrit. Merci beaucoup et passez une bonne après-midi, tout le monde. Thanks, Jennifer. Au revoir, Jennifer.